Pour ce tournage, elle a choisi l'anonymat. Mais en maison d'arrêt, on l'appelle l'ancienne. À sa demande, nous ne dévoilerons pas la raison de son incarcération. Elle est ici depuis 5 ans et a été condamnée à une peine très longue. Chaque jour, c'est la même routine. J'ai un rythme de vie comme à l'extérieur, en fait. Je me lève le matin, je vais au travail, j'ai une coupure le midi, je retourne au travail, comme si c'était comme à l'extérieur. Ça permet de psychologiquement d'aller bien. Et puis financièrement, parce que je vais pas vous le cacher, ça aide. Si vous voulez pas dépendre de votre famille, eh ben, vous travaillez. 117 heures par mois à façonner et cuire des baguettes pour la prison, payé 45% du SMIC. Un travail qui occupe le temps et qui permet de tenir. Les débuts de son incarcération ont été très difficiles. C'est le choc carcéral. Vous comprenez rien, en fait. Ça monte pas au cerveau. Vous êtes coupé de tout. Il faut juste reprendre et comprendre que... accepter que vous soyez arrivé ici. Et puis après, vous faites un chemin. Alors, pour se sentir utile, aujourd'hui, elle fait partie des Pluriels, une association qui aide les nouvelles arrivantes à comprendre le fonctionnement de la prison. Quand vous connaissez pas du tout, c'est compliqué. En général, on fait des réunions et on leur explique un peu le fonctionnement, comment faut faire, les horaires, les promenades, leur planning. Notamment les heures d'ouverture de ce lieu précieux à ses yeux, celui qui lui permet de s'évader. Là, je les ai tous lus. Je les ai tous lus. Je suis toujours en manque de livres. Des fois, je viens ici, je me dis, bon, bah tant pis, je vais en prendre là. Et quand j'en prends ici, je me dis, voilà, je l'ai déjà lu, c'est pas grave, je le relis. Et peu importe qui vient me voir, il me ramène toujours de livres. Des contacts avec l'extérieur, elle en a gardé. Une visite d'1 heure par semaine, c'est la loi. Et des appels téléphoniques avec sa famille et ses amis, toujours à ses côtés. Ce qui est le plus important pour moi, mes photos. Ma famille, toute ma famille est là. Mes photos, je peux pas vivre sans. Une chambre individuelle de 9 mètres carrés, un privilège à ses yeux. Pour ce quartier de femmes qui accueille 62 détenus pour 40 places, son intimité et sa féminité sont préservées. On a besoin, si vous vous regardez dans la glace et que vous êtes dans un état pitoyable, comment vous allez vous en sortir? Et vous vivez ou vous survivez? Non, je vais dire que je vis quand même. Alors, j'aurais pas dit ça il y a quelques années, hein. J'aurais dit je survis ici. Maintenant, je vais dire je vis. Je vis, j'essaye d'apprendre plein de choses. Je vais vivre toute ma vie avec ce que j'ai fait. Peu importe si je sois en détention ou dehors, ça sera pour toute ma vie. Mais il faut que j'avance aussi. Et ça, c'est un travail à faire. Si elle obtient un aménagement de peine, elle sortira peut-être avant ses 70 ans, dans une dizaine d'années. Chaque jour est un chemin vers la reconstruction. Des détenus au quotidien rythmé par le travail, mais aussi parfois par la religion, christianisme, islam ou encore judaïsme. Plusieurs aumôneries, toutes financées par l'État, assurent le service du culte, comme à la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte, en Vendée. Sur place, en plus des offices, les détenus catholiques peuvent avoir des temps d'échange avec une aumônière. On m'a demandé d'être aumônière, j'ai dit pourquoi pas. J'avais pas d'a priori. Bonjour, c'est l'aumônerie. Et je suis entrée là pour rencontrer des personnes
La foi, c'est quelque chose de personnel. Bonjour. C'est une rencontre avec Dieu. Dieu, il aime tout le monde. Et après, chacun va vers lui ou pas. Pour moi, le mot prosélytisme est un mot interdit. Depuis 5 ans, Martine Guéraud est aumônière catholique auprès des détenus de la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte. Ce vendredi, Samuel Berthelot, aumônier également, l'accompagne. Martine Guéraud est une laïque missionnée par un évêque, agréée et indemnisée par l'administration pénitentiaire. Entrez, bonjour. Comment tu vas? Quand ils arrivent, certains sont au fond du trou. Et nous, on est là pour les écouter et les aider progressivement à se relever. Le dimanche, dans cette salle polyvalente de la prison, elle célèbre le culte. Le vendredi, elle se rend disponible pour les détenus qui souhaitent échanger. À partir de mes 15 ans, c'est moi qui me suis construit tout seul. Tout seul? Tu Ouais, peux se construire tout seul? Ouais, j'ai quitté la maison, j'avais 14 ans et demi. D'accord. Cachetonné. Tu es un cachetonné. Cachetonné. Je connaissais pas cette expression. Ça veut dire que tu prends des cachetons. Ouais, c'est ça. Avant, j'allais à l'église avant de venir ici, puis je suis chrétien. Et puis avec mes parents, on allait à l'église, donc puis parce que j'aime bien rencontrer du monde. Et... Je profite entre guillemets de ce temps pour faire une pause, puis donner sens aux choses. Je me sens mieux. Le fait d'avoir rencontré les gens de la paroisse, d'avoir parlé de tout, ouais, je me sens bien. La maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte est une petite prison construite à la toute fin du 19e siècle. Une prison de proximité, 39 places, avec un fonctionnement qui se veut familial dans l'esprit. Elle accueille 84 détenus, des condamnés à des peines de moins de 2 ans, des prévenus en attente de procès. Quand ils nous disent ce qu'ils ont fait, ouais, pour moi, femme, c'est compliqué, mais je leur dis que leurs actes, j'ai du mal à les avaler, que je peux pas les avaler parce qu'il y a des victimes, que moi-même je pourrais être victime, donc qu'ils soient là, que la justice fasse son chemin, ça me paraît normal, mais ça n'enlève pas le fait que ce soit des personnes humaines et qu'on peut faire un bout de chemin ensemble pour essayer peut-être de les aider à se relever. Une quinzaine de détenus de la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte sollicitent régulièrement l'aumônerie catholique. On peut repartir, c'est ce que je te dis souvent. On peut repartir. On n'est pas condamné à vie. Chrétiens, musulmans, l'imam étant parti à la retraite sans être remplacé, Martine Guéraud écoute chacun. Celui qui croit au ciel, comme celui qui n'y croit pas. Maintenant, je regarde des personnes humaines au-delà de leurs actes. Et ça a changé aussi mon regard vis-à-vis de, je dirais, tous les gens que je peux rencontrer. Ne pas m'arrêter sur des a priori, sur des attitudes, mais essayer de les prendre dans leur profondeur. Et ça, c'est une sacrée richesse. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bon courage et puis merci pour cet entretien. Oui, à la prochaine. Bonjour Dominique Simoneau. Bonjour. Vous êtes la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, une autorité administrative indépendante, et vous avez publié le mois dernier un avis qui a fait beaucoup parler, un avis consultatif, dans lequel vous préconisiez l'autorisation des téléphones portables en prison. Alors en théorie, la loi les interdit et pourtant ils circulent parfois même livrés par drone, 53 000 saisies en 2023. Cet avis, c'était pour briser une forme d'hypocrisie ? Mais totalement. Il s'agit de... Je sais pas pourquoi la France, c'est un pays qui se refuse parfois, souvent, à regarder les choses en face. Mais nous, le CGLPL, dans tous les endroits qu'on visite, dans toutes les prisons qu'on visite, je ne connais personne qui n'ait pas de portable. Tous les détenus ont un portable ou une puce. Donc mieux vaut un usage tempéré, contrôlé et restreint peut-être. Je voudrais quand même préciser que je trouve... Il y a des gens, oui, certains détenus qui doivent être
isolés et ne pas avoir accès du tout au portable. Vous pensez aux narcotrafiquants notamment? Les gens qui font partie du crime organisé. Je comprends très bien que ça leur soit interdit, qu'ils aient un téléphone fixe. Écoutez, comme ils sont aujourd'hui. Vous diriez aujourd'hui que les chefs d'établissement même tolèrent les téléphones portables en prison afin d'acheter une forme de paix sociale? Bien sûr. Comme le cannabis et comme la drogue. Et d'ailleurs, parfois, vous passez dans les coursives, il y a une odeur, vous êtes entouré d'un halo, on se croirait dans la rue à Paris. Dominique Simonneau, on va parler de surpopulation carcérale, 235% de taux d'occupation dans la prison de Fontenay-le-Comte, 186% à Angers et 179% à Nantes. En 2017, Emmanuel Macron plaidait pour 15 000 places de prison supplémentaires. Il n'y en a eu que 5 000. Au final, vous préconisez de vider, entre guillemets, des prisons avec des peines hors les murs, comme ce qui se fait en Allemagne notamment. Pourquoi est-ce que ce modèle ne marche pas en France ? Une prison en Allemagne, quand elle arrive à 90% d'occupation, se déclare suroccupée, plus personne n'entre. En France, au contraire, il y a une espèce de peur d'affronter cette réalité de la part des élus de la République, à qui j'en veux énormément, de tenir des discours toujours plus sévères, toujours plus durs sur le côté répressif, alors qu'ils connaissent l'état des prisons, qui savent leur indignité. Et quand je parle d'indignité, ça veut dire que ça joue sur la réinsertion et sur la façon dont les gens réintégreront la société à la sortie. Qu'est-ce qu'on attend d'une peine, finalement? Si on attend la vengeance, eh bien alors c'est une réussite pleine et entière. C'est ce que vous dites. 235% d'occupation d'une prison, mais c'est monstrueux. C'est des matelas par terre, c'est de la vermine qui court partout. Moi, j'ai vu des gars, ils vous montrent leurs bras, leurs pieds qui sont bouffés par les punaises de lit. Ils vous montrent les cafards qui ont grignoté les fils du téléphone, qui sortent des frigos. Ils vous montrent le matelas au sol, le gars qui dort par terre. Premièrement, celui qui descend la nuit pour aller aux toilettes, en général, lui tombe dessus. Mais au milieu, par terre, il y a la vermine qui grouille. C'est derrière les chiffres, c'est une réalité effrayante. Moi, je ne suis pas contre la prison, hein. Il y a des gens qui doivent être en prison, il y a des gens qui doivent être punis. On est responsable de ces actes, il faut les assumer. Mais il faut que l'État, de l'autre côté, assume, lui, de traiter les gens normalement, de façon à ce qu'ils réintègrent la société dans un état normal. C'est ça qu'une société doit attendre de la peine. Dominique Simonneau, comment est-ce que vous voyez l'avenir? Je pense qu'il y a de l'espoir. Je trouve que la régulation carcérale, le fait de vider les prisons comme au temps du Covid, comme ça a été fait au temps du Covid, sous le contrôle des juges d'application des peines et des conseillers des services pénitentiaires d'insertion et de probation, ça peut se faire, ça devrait se faire. Je trouve qu'on devrait l'instaurer sans peur d'affronter, si on explique à nos concitoyens le pourquoi, le comment, je pense que c'est possible. Comme m'a écrit très spirituellement un détenu, on vous coûte 120 € par jour chacun. Je trouve que c'est un peu cher pour fabriquer de la récidive. Bonjour Cyril Maury. Bonjour. Vous êtes ancien chef d'entreprise et en 2006, vous revendez votre PME pour créer, avec votre argent, l'association Permis de Construire. Initialement, vous n'aviez aucun lien avec l'univers carcéral. Comment est né votre engagement? D'abord, j'ai créé ça avec ma dernière fille, et j'ai envie de le souligner maintenant. On l'a créé pour une raison assez simple finalement, pour peut-être une raison de nature philosophique. En fait, on est très attaché à la notion de liberté, et le paradoxe, c'est que la prison enferme. La liberté, ça engendre la responsabilité. Donc, paradoxalement, la prison, en enfermant, on pourrait penser qu'elle déresponsabilise chaque personne qui s'y trouve. Vous n'êtes pas anti-prison? Pas du tout. Je pense qu'il faut des prisons pour protéger la société, c'est absolument indéniable. Pour autant, quand vous savez, peut-être que les téléspectateurs ne le savent pas, mais 90% grosso modo des peines sont inférieures à 2 ans, ça veut dire que ces personnes-là sont en maison d'arrêt, dans des cellules qui font grosso modo 12 mètres carrés,
Et dans ces 12 mètres carrés, il y a 4 personnes enfermées 23 heures sur 24. Imaginez-vous être enfermé 23 heures sur 24 avec 3 compères que vous n'avez pas choisis. Et avec parfois un poste de télévision qui couine et chacun se bat pour sa chaîne. Donc si vous voulez, on ne peut pas dire que quand ces personnes, quand elles vont sortir, elles seront meilleures qu'avant. Ce n'est pas possible dans ces conditions qu'on pourrait même qualifier pour moi d'inhumaines. La vraie question, c'est plutôt de mieux les comprendre, parce que la plupart du temps, on ne naît pas dans cette situation de commettre des délits. On ne naît pas délinquant, on le devient. C'est une situation, pour la plupart du temps, qui fait suite à un parcours de vie. Dans ce parcours de vie, ce sont des personnes qui ont eu des jeunesses très difficiles la plupart du temps, et puis avec une grande précarité souvent sociale, familiale et parfois professionnelle. En France, un sortant de prison sur 3 récidive dans l'année suivant sa sortie et 2 sur 3 dans les 5 ans, contre moins d'1 sur 10 pour les détenus que vous accompagnez. Cette récidive, c'est aussi un échec financier pour la société ? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. D'abord, ça coûte cher, oui, mais la première question, ce n'est pas forcément une question économique pour moi. C'est une question humaine. En fait, pourquoi on s'occupe de ces personnes-là ? Parce que ce sont d'abord des êtres humains. Il faut arrêter de considérer que chaque personne doit être toute sa vie collée au délit qu'elle a pu commettre. On a le droit à une seconde chance. On a le droit, évidemment. Enfin, qui n'a pas commis dans sa vie, à un moment donné, fait des bêtises plus ou moins importantes. Et quand vous avez vécu dans les univers dans lesquels ils ont vécu, évidemment que ça produit des résultats qui ne sont pas forcément très positifs. Bon. Donc, ça, c'est sur le plan humain, c'est vraiment important. Le deuxième point, c'est sur le plan social. Ces personnes-là, un jour ou l'autre, elles vont ressortir de prison. Donc, il faut aussi penser à la société, il faut la protéger. Et la troisième raison, elle est économique. Je ne la mettrai pas en premier parce que c'est d'abord une question d'humanité. La raison économique, elle est aussi importante. Quand vous enfermez des personnes en maison d'arrêt, c'est à peu près 100 € par jour de coût. Bon, quand vous et vous le disiez tout à l'heure, fort justement, il y en a à peu près 2 tiers qui récidivent dans les 5 ans. Voilà. Nous, quand ils viennent chez nous, quand on les accompagne, il y en a un peu moins de 10% qui récidivent, au lieu des 63% qui doit être le dernier chiffre, je crois d'ailleurs, du ministère de la Justice. Bon. Et en même temps, il y en a 2 tiers qui ont un vrai projet de vie. Donc ça veut dire que quand ils sortent de là, ils ont un projet de vie, ils ne récidivent pas pour l'essentiel, et ça coûte environ 2 500 € par pilote. Ce qui correspond grosso modo, tenez-vous bien, à 25 jours de prison. Une journée de prison, c'est à peu près 100 €. Hein. Cette année, vous allez ouvrir une nouvelle antenne dans la Sarthe. Comment est-ce que vous vivez financièrement ? On est allé chercher des fonds. La plupart du temps, on pourrait dire très grossièrement, 70% de nos fonds, c'est du privé. Du mécénat ? Alors, c'est du mécénat. Donc, c'est de la mécénat entreprise, philanthropie, et puis dons privés, par exemple, l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, qu'on peut récupérer. Voilà. Et puis, grosso modo, 30%, ce sont des fonds publics, parce qu'on coopère et on collabore assez bien avec les services d'insertion et de probation. Cyril Maury, après 15 ans de présidence, vous allez passer la main cette année. Quel est le bilan de ces 15 années ? Pour moi, il est positif à bien des égards. Pour l'instant, on a donc accompagné environ 1800 personnes, ce qui n'est pas rien. Et donc, à chaque fois que ça a été difficile, je me suis retrouvé face à des pilotes et qui m'ont dit « Mais Cyril, il faut absolument continuer parce que pour nous, c'est fondamental ». Là, je me suis dit « Mon petit père, il faut que tu continues ». Et donc, d'abord pour les pilotes, moi, je suis vraiment très heureux de savoir que pour un grand nombre d'entre eux, ils sont sortis de cette espèce de cercle vicieux du délit permanent. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment important. Pour la société, je pense que c'est aussi important. Et puis sur le plan économique, vous en parliez tout à l'heure, mais pour moi, ça intervient qu'à la fin. Ce n'est pas négligeable non plus. Donc on peut dire que oui, le résultat n'est pas si mauvais que ça. Oui. Merci Cyril Maury. Merci Mathieu. Autre structure étatique, celle-ci pour favoriser la réinsertion, la structure d'accompagnement à la sortie au Mans, inaugurée il y a 2 ans, une sorte de sas de décompression pour 90 détenus. Ils y préparent en ce moment même leur retour à la liberté. Alors dites-moi, vous êtes arrivé le 20 février à la SAS ? Oui. Et comment vous sentez-vous depuis votre arrivée ? Ça va, c'est tranquille, c'est plus ouvert.
Au niveau du rez-de-chaussée, l'ambiance, oui, ça va, je m'attends. Une bonne entente avec tout le monde. Très bien. Des entretiens comme celui-là, le brigadier n'aurait jamais eu le temps d'emmener dans une maison d'arrêt traditionnelle. Arrivé dans la SAS dès son ouverture, le surveillant apprécie ces temps d'échange avec les détenus. Les détenus sont autonomes. Ça peut, pour un surveillant qui n'aurait travaillé qu'en maison d'arrêt, c'est complètement différent. Le fait d'avoir beaucoup de monde autour de soi. On favorise l'autonomie. Les détenus ont des plannings, ont des rendez-vous. C'est eux qui se déplacent eux-mêmes pour aller à leurs entretiens, à leurs activités, formations, rendez-vous médicaux. Un bâtiment flambant neuf, des cellules individuelles, des espaces en accès libre, bref, des conditions de détention largement allégées. En contrepartie, les détenus sélectionnés par l'administration s'engagent à préparer activement leur sortie. Ça veut dire participer aux activités avec assiduité sous peine de retour en prison. Et ça signifie parfois de repasser par la case scolaire. Supérieur. Mon dénominateur, c'est plus grand qu'une unité. 16 quarts, on va faire ça. Il y a 16 carrés. Oui. 4 x 4, 16. Oui. On en colorie 4. Non. Ben si. Vous en coloriez 16. Ici, les enseignants ciblent en priorité les détenus non diplômés et les plus jeunes. L'objectif pour beaucoup, c'est de décrocher le CFG, le certificat de formation générale, l'équivalent du brevet des collèges. On essaye de s'adapter à chaque élève, même si le principe, c'est aussi de faire un cours collectif, parce que ce qui se passe ici, c'est aussi les relations entre les personnes. C'est pas seulement la remise à niveau en maths, mais c'est aussi comment on s'aide, comment on s'entraide, et on s'écoute, et voilà, c'est aussi ce genre de choses qui sont en jeu. Suite à la rencontre avec France Travail, oui. Il est question que vous sortiez sur un chantier d'insertion, les Jardins du Cœur. Oui. Ça revient exactement à ce que je faisais quand je travaillais au collectif d'urgence. D'accord, ok. Donc vous savez un petit peu oui, c'est de quoi il s'agit. Planter des légumes, voilà, semer. Le retour à l'emploi, c'est aussi l'une des conditions pour bien préparer sa sortie. Tous les organismes de formation et d'offres d'emploi interviennent ici auprès des 90 détenus. 16 d'entre eux travaillent même déjà au sein de l'établissement pénitentiaire. Actuellement, je suis en formation de nettoyage et propreté, qui est en relation avec mon travail d'oxy que j'effectue actuellement au sein de la SAS également, d'auxiliaire d'étage. Donc la formation est en corrélation avec le travail que j'effectue. Ça nous donne des clés en main pour la sortie plus tard aussi, et de nous faire découvrir un petit peu le domaine. Dans cet établissement pénitentiaire, pas comme les autres, tous les détenus sont à moins de 2 ans de leur libération. Beaucoup sont des multirécidivistes, mais leur présence au sein de la SAS est motivée par leur envie exprimée de sortir d'un parcours de délinquance. Souvent, ils ont assez identifié que l'emploi, les soins, ça, ce sont des choses sur lesquelles ils vont devoir travailler. En revanche, ce qui est parfois un petit peu moins naturel, c'est le fait qu'ils vont devoir aussi travailler sur leur impulsivité et leur mode de pensée. Et ça, c'est parfois quelque chose d'un peu nouveau. On les amène à travailler sur le registre des émotions, les émotions négatives, parce qu'on a parfois un public qui démarre au quart de tour et qui a besoin de travailler sur la gestion de cette impulsivité et de ces émotions négatives. Empêcher la récidive, c'est aussi l'une des missions de la structure, mais moins d'1 an et demi après sa création, il est encore difficile de tirer un bilan des actions menées par la SAS. Le sentiment qu'on a, c'est que toutes ces actions qu'on met en place marchent et sont très positives. Pour l'instant, ça reste encore qu'un sentiment, parce qu'effectivement, on n'a pas assez de recul statistiquement pour voir si le taux de récidive est bien inférieur à celui d'autres structures. Néanmoins, on constate, nous, les personnels de terrain, au quotidien, que ce qui est mis en place, ça marche, parce que les détenus arrivent à mieux gérer leur impulsivité, ils arrivent à travailler sur leurs habiletés sociales. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup moins d'incidents. En 2024, la SAS n'a enregistré qu'un seul incident de violence au sein de l'établissement. Un premier chiffre très encourageant. Bonjour William Kozik. Bonjour. Vous êtes surveillant pénitentiaire délégué syndical FO Justice. On est de retour ici devant le centre pénitentiaire de Nantes. 133% de taux d'occupation. Est-ce que cette surpopulation carcérale, vous l'avez toujours connue ?
Heureusement non, mais depuis la fin du Covid, on constate une croissance exponentielle chaque année et cela génère beaucoup de difficultés, que ce soit à la maison d'arrêt ou au centre de détention. Ça complique forcément vos conditions de travail, on l'imagine. Les conditions de travail sont plus difficiles. La prise en charge des personnes incarcérées est également moins efficace et le repérage des personnalités est beaucoup plus compliqué également. Au centre pénitentiaire, comme dans toutes les prisons, on le sait, il y a des stupéfiants et des téléphones portables qui circulent, parfois même livrés par drone, on l'a dit. Est-ce qu'une prison sans drogue ni portable, c'est un combat perdu d'avance ? On va pas dire perdu d'avance, c'est une question de moyens financiers, et là c'est du ressort des hommes politiques, c'est un choix politique d'y mettre un terme ou pas, et à l'heure actuelle, sans moyens financiers, c'est le pot de terre contre le pot de fer, et on lutte, mais on ne parvient pas à faire stopper tous les trafics en détention. C'est-à-dire que vous faites régulièrement des saisies, mais il y a de nouvelles drogues et de nouveaux téléphones portables qui continuent à rentrer. Oui, effectivement, quand lors de fouilles de cellules, on trouve 3 téléphones, l'après-midi, il y en a 15 autres qui rentrent, donc c'est très très compliqué à gérer. Ouais. Beaucoup de détenus ont des troubles psychiques ou souffrent de problèmes d'addiction. Est-ce que vous êtes formé pour affronter cela ? On n'est absolument pas formé pour cette prise en charge de détenus atypiques. On arrive à avoir quelques formations pour nous donner quelques principes et bases pour leur prise en charge. Lesquels ? Notamment au niveau sécuritaire, comme l'objectif est d'être en sécurité face à tout type de détenus qui peuvent avoir des réactions totalement imprévisibles. Mais concernant la prise en charge psychique ou médicale, nous n'avons aucune compétence. Il manque aujourd'hui en France à peu près 4000 postes de surveillants pénitentiaires. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à recruter ? On peinait à recruter à une époque par rapport au statut que l'on pouvait avoir. Aujourd'hui, les métiers ont évolué. Au niveau statutaire, nous sommes l'équivalent de policiers. Vous êtes mieux payé qu'avant ? On est mieux payé depuis 2-3 ans et aujourd'hui, par rapport au commun du privé, on est quand même plutôt bien lotis. Ouais. Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, a annoncé vouloir regrouper les 200 plus gros narcotrafiquants sur 2 sites de haute sécurité, Vendin-le-Vieil et Condé-sur-Sarthe. Quelle protection vous demandez pour les surveillants pénitentiaires qui vont aller travailler sur ces 2 sites ? Tout d'abord, c'était une revendication de notre syndicat national, la classification des établissements. La classification, c'est regrouper les détenus selon leur profil. Oui, absolument. C'était l'idée et d'adapter les moyens de sécurité en fonction du profil des détenus accueillis. Donc mettre plus de moyens où les détenus sont plus dangereux et de la sécurité un peu allégée avec des détenus ne présentant pas de danger. Ouais. William Kozik, ça fait des dizaines d'années que vous êtes surveillant pénitentiaire. Avec le recul, quel est votre regard sur l'évolution des prisons en France ? L'évolution des prisons n'est pas très positive, mais c'est à l'image de tout ce qu'on voit aujourd'hui dans la société civile. Des coups de feu en bas des immeubles, on ne connaissait pas ce type de profil qui était incarcéré, on n'avait pas ce type de profil il y a 10 ans. Aujourd'hui, la société civile a changé, les détenus qu'on reçoit ont également changé et ont beaucoup moins de limites qu'il y a une dizaine d'années. Ouais. Merci William Kozik. Je vous en prie. Et vous le savez, construire des prisons relève souvent du casse-tête, comme à Loire-Othion, près d'Angers, dans le Maine-et-Loire, qui s'apprête à accueillir un centre pénitentiaire à sécurité renforcée, un projet d'envergure qui aura mis des dizaines d'années à se concrétiser, mais qui continue à inquiéter. Pour le moment, c'est encore un terrain nu de 36 hectares à l'est d'Angers. D'anciennes terres agricoles et boisées sur lesquelles va s'implanter l'une des plus grandes prisons de France. Un projet qui va littéralement bouleverser le paysage et la quiétude des riverains les plus proches. Là, vous voyez, 200 mètres, là. Regardez les premières maisons. Vous pouvez filmer. Voilà, 200 mètres, les premières maisons. Sur les 3 hameaux proches du site, une quinzaine de maisons sont à moins de 300 mètres de cette zone humide, qui demain sera bétonnée. Une installation qui fait craindre des risques d'inondation, mais surtout de nombreuses nuisances. La nuit, il fera jour, soi-disant, les miradors. 3 étages, la prison, quand même.
On est venu ici, comme on disait tout à l'heure, tout ce qu'on en est, proximité de la ville à 10 km, pour avoir cette tranquillité. Et aujourd'hui, on nous enlève toute cette tranquillité. Que la solution, ça serait de vendre, mais de vendre à moins 20 ou moins 30%, vous voyez, c'est l'essentiel de notre patrimoine. Un collectif s'est pourtant créé dès l'annonce du projet pour peser dans le débat et proposer des solutions alternatives. Mais la mobilisation des riverains est restée vaine face à la détermination de l'État. À l'origine pourtant, la future prison devait s'installer à Trélazé. Mais en 2021, Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux de l'époque, venu constater la vétusté de la maison d'arrêt d'Angers, annonce la construction d'un centre pénitentiaire, agrandi à 850 places, sur la commune voisine de Loire-Othion. Pas vraiment le projet d'aménagement dont aurait rêvé le maire, qui s'efforce aujourd'hui d'obtenir des garanties. On n'a jamais été candidat et je ne me suis jamais battu pour avoir la prison. Par contre, si l'arrivée de cet établissement d'envergure nationale permet d'aménager et de faire que la commune de Loire-Othion ait des bénéfices par rapport à cette arrivée, ça vaut sans doute le coup d'essayer. Et c'est là toute la négociation, que ce soit en termes de circulation, en termes de desserte de bus, en termes de voies douces, mais aussi sur des aménagements, une gendarmerie et des aménagements significatifs pour Loire-Othion. Édifiée en 1854, l'actuelle maison d'arrêt de 266 places compte aujourd'hui quasiment 500 détenus. Mais la construction d'un nouvel établissement plus vaste inquiète aussi les agents de la pénitentiaire en sous-effectif. C'est pas pour autant qu'on mettra un 850 places en place sur Angers que la délinquance va augmenter dans le Maine-et-Loire. Donc qu'est-ce qui va se passer? On aura toujours nos 500 détenus de la région, enfin du département, qui vont être là. Et on va récupérer tous les détenus récalcitrants des départements alentours, voire des régions. Malheureusement, au sein d'un étabbissement pénitentiaire, il y a un trafic, que ce soit de téléphone portable, de produits stupéfiants, de tout ce qu'on peut imaginer. Et en fait, c'est là-bas, dedans, en fait, ça se bat pour prendre le trafic. Alors si demain, vous avez des gens du 44 qui sont là, des gens du 35, des gens du 72, vous imaginez bien que tous les conflits vont être multipliés. Et pour l'association qui accueille les familles de personnes détenues, il sera plus compliqué de se rendre au parloir dans une prison éloignée des infrastructures de la ville. Pour les personnes qui viennent d'un petit peu loin ou même du département, ce ne sera pas forcément évident d'accéder à ce nouveau site. Vous arrivez à Gare d'Angers, vous demandez la prison de Loire-Othion. Je ne suis pas bien sûr que tout le monde immédiatement dise il faut prendre tel bus à tel endroit ou telle navette ou ceci ou cela. Donc ça sera quand même beaucoup plus compliqué pour les familles. En début d'année, la déclaration d'utilité publique du centre pénitentiaire a été validée par la préfecture. La construction peut désormais démarrer pour une ouverture programmée à l'horizon 2028. Bonjour Anthony Pouliquin. Bonjour. Merci de nous accueillir ici sur le site de la ferme Kermadeleine dont vous êtes le directeur. Et depuis 3 ans, cette ferme accueille 7 détenus, 7 résidents comme on les appelle. Et bonjour Marine Giraud. Bonjour. Vous êtes réalisatrice, documentariste et vous êtes restée 1 an ici même sur cette ferme pour réaliser ce documentaire Kermadeleine, semer la liberté, diffusé sur France 3 et toujours en ligne sur le site de France Télévisions. Au cours de cette année passée ici même à la ferme, qu'est-ce qui vous a le plus surpris, le plus marqué durant cette année passée ici ? Ce qui m'a le plus surpris, c'est à quel point les idées préconçues pouvaient être erronées en fait. Quand je suis venue pour la première fois, évidemment, mon entourage m'a posé des questions, projeté des peurs sur qui pouvaient être ces résidents, est-ce que c'était pas dangereux, évidemment. Et non seulement je me suis évidemment jamais sentie en insécurité, mais c'était un lieu très vivant, très humain. J'ai croisé plein de personnes, j'ai rencontré beaucoup de personnes où au contraire j'ai appris auprès d'elles. Et non seulement les peurs projetées sur la ferme étaient fausses, mais en plus je trouvais que ces hommes qu'on appelle des résidents ici ont eux-mêmes des peurs, ont peur de sortir, ou en tout cas sont pas pressés. Je me suis rendu compte à quel point leur accompagnement était essentiel. C'est-à-dire qu'il faut les aider, ils peuvent pas sortir du jour au lendemain et cette ferme elle est essentielle pour ça. Alors des résidents qui dorment ici même sur la ferme et qui ont parfois beaucoup de mal à couper avec l'univers carcéral comme Joao, l'un de ces résidents. Regardez l'extrait de ce documentaire Kermadeleine, semer la liberté. Il y a des matins où je me réveille, comme ce matin, et je me croyais encore dans ma cellule. Ah non, c'est vrai.
Ah oui, c'est 20 ans dans la peau, là. C'est pas 20 jours ou 20 mois. Là, j'ai ma petite cellule qui me manque encore. Parce que j'avais mes habitudes, j'étais installé, j'avais mes repères, Enfin, la ferme, tu arrives aussi à avoir ton endroit à toi, quand même. Ouais, ça y est, ça commence, ouais, mais c'est encore dur, quoi. Il y a des moments où j'avais presque envie de dire, bah, ramenez-moi. Ah oui, vraiment? Bah oui, parce que j'avais la prison dans la peau. Anthony Pouliquin, la philosophie de cette ferme, c'est de resociabiliser les détenus avant leur sortie définitive. Quels sont les critères à respecter pour devenir résident? Alors pour devenir résident, les personnes en détention doivent faire une demande, envoyer un courrier pour solliciter une entrée à la ferme. Et cette entrée peut se faire dans le cadre de ce qu'on appelle un aménagement de peine, un placement extérieur. Et ces placements extérieurs peuvent être obtenus 2 ans avant la levée d'écrou. Les personnes qu'on accueille sont des personnes plutôt qui sont sur de longues peines, qui ont vécu plus de 5 ans en prison. C'est une minorité, hein. La grande majorité aujourd'hui des prisonniers sont sur des courtes peines, des peines de moins d'1 an. Nous, on travaille plutôt avec des personnes qui sont depuis plusieurs années en détention et pour qui la marche est d'autant plus haute, hein. Et les personnes, si leur placement extérieur est autorisé et validé, arrivent sur la ferme et deviennent ipso facto résidents de la ferme et salariés de la ferme. Et au cours de leur passage sur la ferme, qui va durer entre 9 et 15 mois, on va définir avec eux des objectifs. Des objectifs justement pour éviter ce qu'on appelle des sorties sèches. La personne qui sort après son écrou sans perspective d'emploi, sans logement, et ben voilà, nous on va définir des objectifs de logement, de soins, de formation, d'emploi, pour que l'insertion soit la plus positive possible. Ce ne sont que des hommes, pour quelles raisons? Alors, la grande majorité aujourd'hui de la population carcérale est masculine, puisque plus de 95%, 96% des détenus aujourd'hui en France sont des hommes. Il existe 5 fermes d'insertion aujourd'hui en France. 4 fermes sont des fermes d'hommes et une ferme est une ferme de femmes. Ils sont payés au SMIC, hein, ces résidents. Qu'est-ce que le maraîchage, l'activité du maraîchage en elle-même leur apporte? Il faut s'imaginer une personne qui a vécu 5 ans, 10 ans parfois, dans une cellule, enfermée. Ce que ça représente d'arriver sur une exploitation agricole de 43 hectares et de pouvoir travailler à ciel ouvert, pouvoir travailler en plein air. Ça, c'est évidemment l'un des objectifs. Le support agricole n'est pas de ce point de vue anodin, c'est-à-dire leur permettre de se reconnecter avec l'extérieur, avec le plein air, avec aussi un travail concret, le travail agricole qui nous plonge les mains dans la terre, avec toute la rigueur, la discipline que cela nécessite dans l'idée de se refamiliariser avec le travail, avec un métier, le métier d'agriculteur. Et puis je rajouterais quand même l'agriculture peut fournir des satisfactions, c'est-à-dire pour des personnes qui ont perdu un peu leur estime d'elles-mêmes, pouvoir produire un légume, produire un fromage, aller les vendre, parce qu'on va sur les marchés avec nos résidents, et avoir d'une semaine à l'autre le retour de la clientèle satisfaite des produits. Il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre d'une estime de soi restaurée. Marine, ces 3 résidents que vous avez suivis pendant une année, vous n'avez pas voulu connaître leur passé judiciaire. Pour quelle raison? C'était par peur de fausser votre propre regard? En fait, c'est une des règles ici à la ferme, il y en a très peu. Mais on m'a dit dès le départ, si tu viens ici, on ne pose pas de questions. On ne pose pas de questions sur le passé, sur la peine, sur le motif, ni la durée. Vous n'étiez pas curieuse? Évidemment, on peut se poser des questions, mais comme quand on rencontre une personne, on peut se poser des questions. Mais après, non, ça s'est pas imposé. On a partagé des moments. J'étais un peu bénévole au départ. On a travaillé ensemble. Je me suis plus posé des questions sur eux, sur des moments qu'on partageait que sur leur passé. Et le but de tout ça, c'est de vraiment être dans le non-jugement, tout comme vous serez dans le non-jugement avec une personne que vous rencontrez tous les jours. Il a fallu gagner leur confiance avant de poser vos caméras ici? Bien sûr, mais comme avec tout un chacun, en effet, comme quand on rencontre des personnes, il faut toujours établir une relation de confiance. C'est sûr, un peu plus avec eux, la confiance est essentielle ici, et ça passe par le fait de ne pas poser de questions sur leur passé. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en parlent pas d'eux-mêmes parfois. Vous avez également interviewé les habitants de Saint-Gildas-des-Bois. Est-ce qu'il y a eu des craintes, des réticences de leur part lorsque la ferme est venue s'installer ici? Alors au tout départ de la ferme, moi je n'avais pas commencé à tourner du tout, mais c'est comme ça que j'ai entendu parler de la ferme, c'est que au départ des résidents, des habitants de Saint-Gildas-des-Bois très proches se sont opposés au projet pour différentes raisons. Je pense par crainte aussi. Je pense qu'il y avait beaucoup de peurs projetées. Il y a des panneaux qui subsistent et vous les voyez dans le film, mais je crois que cette opposition a fortement diminué. Aujourd'hui, elle est quasi inexistante. Anthony, je crois que vous êtes maintenant sur un marché à Saint-Gildas-des-Bois le week-end et tout se passe très bien, donc c'était assez anecdotique finalement. Anthony, 5 fermes comme celle-ci dans tout l'Hexagone.
Pourquoi pas plus? Est-ce que c'est une question de moyens ou de volonté politique selon vous? Alors un projet comme la ferme de Kermadeleine est un projet souvent de longue haleine, hein, c'est-à-dire entre l'origine initiale, l'idée qui a émergé, et puis l'ouverture de cette ferme, il se passe forcément plusieurs années, parfois contre vents et marées, c'est-à-dire avec des oppositions de la population, avec des partenaires qui parfois peuvent être aussi un peu en réticence. Donc voilà, c'est un projet qui met du temps à aboutir. Aujourd'hui, effectivement, il y a 5 fermes, il y en a 3 qui sont en projet. Il y a l'objectif de pouvoir ouvrir une dizaine de fermes voilà, dans une échéance de 5 ans. Hein. Sous la tutelle d'Emmaüs, comme c'est le cas ici? Oui, toutes ces fermes sont réunies au sein d'un même collectif, donc sont affiliées à Emmaüs et sont réunies au sein d'un même collectif qui s'appelle Ferme Horizon. Et on travaille justement aussi à cet essaimage, en ayant bien conscience qu'aujourd'hui on est une goutte d'eau dans l'enjeu carcéral, mais que effectivement ce genre de fermes peuvent avoir vocation à être essaimées, enfin à être ouvertes à différents endroits. Merci Anthony. Merci. Merci Marine. Merci à vous. Allez, on quitte Saint-Gildas-des-Bois, direction Nantes et le centre pénitentiaire. Là-bas, pas de maraîchage pour les détenus qui restent en détention, mais une remise à niveau scolaire. Au centre de détention de Nantes, chaque vendredi, 6 détenus participent à un cours d'éloquence. Bonjour. Avec seulement 3 articles de presse à disposition, l'exercice du jour est technique. À partir de ces documents, vous allez devoir donner votre avis sur les suites à donner à la participation française à la guerre en Ukraine. Ils ont seulement 15 minutes pour se documenter, développer leurs arguments, pour ensuite les exposer. Après 3 longues années de conflit armé, aux portes de l'Europe, la donne n'a pas vraiment évolué. Avec aplomb, ce détenu expose ses opinions. Notre soutien doit être inconditionnel envers nos amis ukrainiens. Sinon, nous ne serons que la succursale d'une des 2 superpuissances. Et je n'ai pas envie de faire le choix. Les étudiants s'enchaînent au pupitre. Outre les armes et les munitions, 2 autres secteurs critiques sont concernés. L'addiction, la gestuelle, tout est examiné. Ils veulent en profiter pour refaire leur stock militaire comme la Pologne. Les arguments, très bons, c'est d'actualité. Par contre, une conclusion qui percute bien. Ouais. Pour toi, ça n'a pas assez percuté? La fin, non. Ok. J'ai noté la même chose que Sébastien. Tu as besoin peut-être de te libérer encore du pupitre, mais ça, tu l'avais déjà fait la séance d'avant. Le but premier, c'est qu'ils reprennent confiance par la parole. La parole, elle peut être ici vue comme une catharsis, tout simplement. En tout cas, moi, je considère qu'ils sont capables de parler de tout, de se prononcer sur tout, et que leur avis compte. Et c'est ça l'enjeu ici, c'est de leur faire comprendre que leur avis compte, mais qu'il faut l'argumenter. Chers confrères, l'investissement est total, car dans quelques semaines, ils participeront à un concours d'éloquence organisé par la prison. C'est un moment où est-ce qu'on peut quand même se voir autrement. Par la parole, par les mots, on peut se dire quand même qu'on peut changer de statut. Bien que ces estimations soient à traiter avec méfiance, le constat est évident. Ce détenu de 25 ans souhaite mettre à profit son temps. Condamné à 7 ans de prison, il vise un doctorat en droit. J'ai 2 options actuellement pour la sortie, potentiellement tout ce qui est dans l'enseignement supérieur, donc maître de conférence, ou dans ce cas l'éloquence c'est très utile. Sinon ce serait plus du droit spécialisé pour les détenus. D'autres cours sont proposés par le service d'enseignement de la prison. Des mathématiques, du français ou encore de l'alphabétisation comme ici. Il y a quelques mois, ces hommes ne savaient pas lire. Il conduit un bus. Super. Phrase suivante, vas-y. Ils sont en train de me reconstruire encore en prison, en étudiant. J'ai appris les mathématiques, je ne maîtrisais pas bien le français, je parle bien le français et je m'intègre, j'apprends toujours. Isabelle Bonnet est professeure des écoles, titulaire de l'éducation nationale. Oui, super, très bien. Nous, lorsque l'on inscrit des personnes en cours, c'est sur la base du volontariat et ensuite on a une validation de l'administration pénitentiaire qui étudie la candidature de la personne détenue et qui fait en sorte de ne pas positionner en cours des personnes qui n'auraient pas le droit d'y être. Chaque année, sur les 500 prisonniers, ils sont 180 environ à se former dans cette unité d'enseignement.